10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. 10 cracks à suivre cette saison. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce lundi 1er septembre. Donc il n'y a pas de date qui fait plus rentrée des classes que le lundi 1er septembre. Et s'ils n'étaient pas footballeurs professionnels, les petits gars dont on va parler aujourd'hui, ils pourraient faire leur rentrée des classes. Ils pourraient être en cours. Celui qui ne fait pas sa rentrée, c'est un peu l'inverse pour lui. C'est peut-être le dernier jour d'école pour Fabrizio Romano. On vit les derniers instants, les quelques dernières heures du mercato estival. Et au moment de la clôture, il y a toujours plein de deals qui sont en train de se faire. Donnarumma à City, here we go. Akanji à l'Inter, here we go. Kolo Muani à Tottenham, plein de trucs dans tous les sens. Demain, je vous propose qu'on se fasse un petit récap et qu'on se pose la question épineuse de qui a réalisé le meilleur mercato estival 2025. Mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder les petits cracks, les ados qui pourraient exploser cette saison. Et comme seuil d'éligibilité, je me suis fixé l'âge de 19 ans. Il faut qu'ils aient 19 ans grand max, soit des teenagers. Donc par exemple, même si j'aurais bien voulu continuer de parler de Kenan Yildiz, à 20 ans, c'est quasiment un vieillard. Son prime est bien derrière lui. N'en parlons plus. Nico Pass, 21 ans dans une semaine, pourrait presque être le père de ceux dont on va parler aujourd'hui. Et par exemple, Barnes Akliouche, splendide, magnifique, mais 23 ans pour Akliouche, c'est quasiment Maître Yoda. Je pense qu'il a vécu l'époque des pharaons. Et on n'en discutera pas en ce lundi 1er septembre. Aujourd'hui, c'est vraiment les gamins. Et c'est parti. Commençons à la 10e place. On va monter crescendo de la 10e à la première position. Et je commence avec une petite dédicace, bien sûr, à Calis Mera. On reste dans l'ambiance d'hier. Calis Mera, 18 ans, est titulaire dans l'Olympico pour sa première titularisation en Ligue 1. On en a à peine parlé, mais c'était quand même un vrai moment d'histoire. C'est mérité pour lui. Il avait fait une très bonne pré-saison. Il avait fait de bonnes entrées aussi contre Lens en J1, avec surtout beaucoup d'activités défensives. Contre Metz, 15 minutes dans un match déjà gagné. Mais là, 70 minutes de très très bonne facture dans un rôle hyper intéressant. Bon, il y a des choses dont on a parlé déjà hier soir dans le débrief. Sa prise de balle là, excellente, entre les lignes, où il a montré sa qualité technique. Je le trouve effectivement assez élégant. Une conduite un petit peu classique avec les chaussettes baissées. Il a un truc un peu footballeur classique, mais aussi il demande beaucoup. J'aime bien qu'il sollicite énormément. Il y a beaucoup de jeux sans ballon de Calis Mera et il y a aussi beaucoup d'agressivité sans ballon. C'est le fait qu'il jump ici sur Balerdi, qui provoque le moment tournant du match, l'expulsion d'Egan Riley. Il se saisit bien de l'erreur de Balerdi. Et il fait beaucoup d'efforts. En plus, flexibilité positionnelle. Hier, il y avait un peu ce truc de pointe partagée avec Tolisso, donc qui était régulièrement le joueur le plus avancé entre nos latéraux qui étaient dans les demi-espaces, les ailiers de longue ligne. Mais on l'a vu un petit peu rentrer en tant qu'ailier. En pré-saison, on l'a vu ailier. On l'a vu 8, un peu de projection. On l'a vu 10. On l'a vu beaucoup de choses. Là, presque faux 9 hier soir. Donc ça peut être intéressant. Il peut être un des symboles du retour au premier plan de notre centre de formation, j'espère, cette saison. Donc on verra. Peut-être qu'on en reparle dans 9 mois comme une des révélations de Ligue 1, rien que ça. J'aimerais bien. Je démarre bien sûr avec quelque chose d'un petit peu biaisé, mais je mets Calis Mera à ma 10e place. À la 9e, Francesco Camarda. C'est un nom qu'on entend déjà depuis un petit moment. En novembre 2023, il y a quasiment 2 ans, Pioli l'avait fait entrer en cours de jeu. Et on avait fait le joueur le plus jeune de l'histoire de la Serie A. Donc on connaît bien Camarda. Il avait à l'époque 15 ans et quelques jours, parce qu'il en a 17 aujourd'hui. C'est un 2008, 10 mars 2008. 17 ans, c'est un peu l'avant-centre pur sang dans ses buts avec le centre de formation de Milan, les jeunes. Il a marqué des buts assez extraordinaires. Il est puissant, il est tueur. C'est une pépite de l'AC Milan depuis un moment. C'est un de ceux qui est le mieux coté, à 10 millions déjà, par rapport à Calis Mera qui a 1 sur Transfermarkt. On le connaît depuis un moment, et surtout ce qui m'intéresse cette saison, c'est qu'il vient de choper un prêt avec Lecce, pour remplacer peut-être Krstovic. 2 matchs de Serie A pour l'instant pour lui avec Lecce, 2 titularisations. Alors, ce week-end, il est sorti contre Milan à la 45e minute, à la mi-temps, parce que choc à la tête, assez sévère. Il ne se souvenait plus trop d'où il était, apparemment. Donc le match a été... Même pas sûr que le match a été arrêté, mais il est sorti. Et peut-être qu'on le reverra quand même après la trêve internationale. Il va avoir du temps de jeu. Il a été utilisé clairement là comme titulaire. Lecce, c'est un environnement pour qu'il puisse se développer. On va savoir si c'est un crack. L'Italie aurait bien besoin d'un Camarda crack, d'un avant-centre crack.
Et j'ai une curiosité parce qu'enfin, il y aura du temps de jeu pour lui cette année. On verra ce que ça donne. Voilà pour Francesco Camarda. À ma 8e place, j'ai mis Viktor Froholt. J'ai commencé à en parler l'autre jour. 19 ans, milieu danois, recruté par Porto. Il a fait une énorme saison à Copenhague. Il est passé avant la saison dernière, il avait genre 90 minutes en pro, toutes compétitions confondues. Il a fait une saison à 3000 minutes, a totalement explosé et a été acheté 20 millions par Porto, qui claque quand même pas si régulièrement des sommes comme ça. Ok, ils avaient mis 20 millions sur Oliver Torres, sur David Carmo, sur Nico Gonzalez. La seule fois qu'ils ont fait plus, véritablement, c'est Samu, qu'ils ont acheté à l'Atlético pour 32. C'était déjà la saison dernière Viktor Froholt, le deuxième joueur le plus valuable du championnat danois sur la saison de son explosion. Il y a juste Francolinho joue, le monstre de Midtjylland, lui aussi, peut-être remember the name, incroyable sur les 6 premières journées de championnat danois. Là, pour l'instant, il est déjà à 8 buts, 3 passes D. On entend pas mal parler, peut-être qu'il va bouger dans les heures qui viennent, parce qu'on entendait pas mal parler sur ce mercato estival. Mais Viktor Froholt, ouais, ça a l'air vraiment d'être un gros crack dans ce profil de milieu central extrêmement box-to-box, un porteur progressif qui aime partir de très très bas, qui me rappelle un petit peu les premières heures de Frenkie de Jong à l'Ajax, mais peut-être avec encore un petit peu plus de puissance. Dans ce championnat danois, on le voit beaucoup prendre de la vitesse, battre 1, 2, 3 gars, énormément de volume, énormément de déplacements, vrai box-to-box. Ça se voit un petit peu sur sa touch map contre le Sporting ce week-end, victoire 2-1 de Porto en déplacement à Lisbonne. Il touche des ballons partout, que ce soit dans sa surface de réparation ou dans la surface de réparation adverse, où il a fini avec 2 tirs. Son volume statistique avancé sur FBRF, il était 97e centile en dribble réussi pour un milieu central, 90e centile en possession progressive, mais aussi 89e en interception, 87e en bloc, tout en étant dans le premier 15% en XG plus XA, beaucoup de volume offensif aussi. Il peut progresser à la finition, visiblement, mais il se procure les occasions. Et il a bien démarré cette saison avec déjà 1 but et 2 passes D sur les 4 premières journées de championnat. Porto, d'ailleurs, a très bien démarré sa saison. Ils ont pris d'ailleurs Gabri Veiga. Ils ont rapatrié en Europe Gabri Veiga. Ils ont toujours leur petit crack Rodrigo Mora. Donc il pourrait y avoir un très très bel entrejeu à Porto cette saison sous Farioli. C'est dommage qu'il ne soit pas en Champions. Mais si je faisais un petit prono beaucoup trop tôt de Porto, je dirais, est-ce qu'il gagne l'Europa League cette année ? Je veux dire, allez, Porto va en finale d'Europa League cette année. On verra dans quelques mois. Mais Viktor Froholt va y contribuer. Il a vraiment démarré très très fort. On dirait qu'il a 14 poumons. Il est absolument de partout. Il court 15 km par match. Et il est à suivre. Comme Josh King, que je ne connaissais pas avant cette saison, c'est un milieu offensif de Fulham de 18 ans, donc, un 2007, qui a joué les 3 matchs de Fulham en Première Ligue cette année, à la place d'Emile Smith-Rowe. Il avait eu une titularisation saison dernière, dans la très très belle saison de Fulham, qui avait tapé son record de points historique en Première Ligue, et il aurait dû ce week-end, Josh King, avoir le premier but en Première Ligue de sa carrière. C'était à Stamford Bridge, au bout de ce rush, marque le 1-0, c'est annulé par la VAR pour quelque chose qui a été considéré comme une faute sur Chalobah, qui n'en était pas. Ça a été reconnu comme une erreur d'ailleurs, l'arbitre VAR a été retiré du match Liverpool-Arsenal dans la foulée. Mais ouais, pour Josh King, c'est sûr qu'il va continuer à jouer. Fulham sort de cette très très belle saison et franchement, même leur début de saison, ils ont fait un match nul à l'Amex contre Brighton. Ils ont fait un très bon match nul où je les ai trouvés excellents contre United, un partout. Et cette défaite contre Chelsea, ils sont un peu malheureux là-dessus. Donc attention à Fulham cette année. Et Josh King, au-delà de sa qualité de percussion, de projection, je vois un footballeur de 18 ans qui est déjà extrêmement mature. En interview, il s'exprime hyper bien, très serein, très calme, bon vocabulaire, un peu. C'est pas comme si on était en train de corriger des dictées, mais il a cette maturité un peu à la Jude Bellingham. Et il y a une très très belle histoire aussi, je suis allé voir sur la chaîne de Fulham, très belle histoire de lui, ici, en tant que ramasseur de balles / joueur qui accompagne les pros il y a 8 ans, en tenant la main de Tom Kearney, le capitaine historique de Fulham. 8 ans plus tard, Tom Kearney sort avec Josh King, mais cette fois en tant que joueur. C'était il n'y a pas longtemps. C'est très beau, et c'est peut-être un beau destin qui est promis à Josh King cette saison, un des joueurs de Première Ligue à suivre à l'âge de 18 ans. À ma 6e place, j'ai mis Marc Bernal, qui a eu 18 ans en mai, c'est un 2007, et qui n'a pas joué depuis plus d'1 an, depuis sa rupture du ligament croisé contre le Rayo Vallecano, 3e journée de la saison dernière. On oublie vite toutefois
qu'il avait été titulaire sur les 3 premières journées de Liga, titularisé par Hansi Flick, avec Frenkie qui était absent, mais il était préféré à Casado. C'est que après que Casado arrive. Peut-être qu'ils avaient joué un petit peu tous les deux en même temps, mais Flick préférait encore Bernal que Casado. Xavi, à l'époque, Xavi avait voulu Zubimendi. Le Barça, l'état-major voulait Kimmich. Flick, il avait vu Bernal à la Masia. Et il avait besoin de personne d'autre. C'est ce qu'il a dit quand il est arrivé. Guardiola, qui avait joué contre le Barça en pré-saison, il y avait eu un City-Barça en pré-saison, avait dit « Marc Bernal m'a semblé extraordinaire, sa façon de contrôler, sa façon de jouer. Tout le monde a joué de manière incroyable, etc. Je leur souhaite ce qu'il y a de mieux. » Mais il avait vraiment distingué Marc Bernal. Et c'est vrai qu'il avait été très fort. C'est vrai qu'il y a du Busquets en lui. 1m93, mais beaucoup d'aisance technique. La vision du jeu, ça c'est contre City justement, dans les petits périmètres, pas du tout embêté, pour trouver les passes qui cassent des lignes, mais aussi de l'agressivité haut sur le terrain, les replis défensifs. Il aime défendre. Ça en fait un petit peu un regen de Busquets Prime, avec quelques centimètres en plus, en étant gaucher. Ouais, super intéressant, et cette saison, je pense que Flick va beaucoup l'utiliser, parce qu'il aime énormément Bernal. Quand il s'était blessé, Flick a continué d'énormément lui parler, il est allé le voir à l'hôpital, lui a offert un bouquin apparemment, Superatus Limites, avec une dédicace dans la première page qui apparemment allait bien au-delà de juste rétablis-toi vite. Il lui a souvent tenu un discours très personnel de comment gérer sa carrière, on compte sur toi énormément. Et Flick voit vraiment quelque chose en Bernal, et je pense qu'on va beaucoup voir de Marc Bernal cette saison. Donc ne l'oublions pas, gardons-le en tête, peut-être qu'on le reverra post-trêve internationale déjà, et sur une montée en puissance progressive tout au long de la saison. C'est ce que je vois pour Marc Bernal 2025-2026. Là on le met 6ème, ça se trouve dans quelques mois, on s'est dit bon, on aurait pu mettre même Bernal premier de ce classement. Après il y en a d'autres qui sont pas mal, comme par exemple Lennart Karl du Bayern. On a déjà pas mal parlé sur la pré-saison, et ok, personne n'est Léo Messi, et personne ne sera jamais Léo Messi. Mais Lennart Karl, il y a quand même un petit truc. Ce gaucher virevoltant d'1m68, 17 ans, qui est une machine à dribble, une machine à tir, une machine à passe, qui est le plus gros talent du Bayern depuis Jamal Musiala sans doute, qui a marqué 2 buts en pré-saison, les 2 extérieurs de surface, avec beaucoup d'instinct, des frappes magnifiques. Contre Tottenham, il avait fait un top match d'ailleurs, les déviations en transition. J'avais vu ce match contre Zurich en entier en pré-saison, j'avais rien à faire ce jour-là. Et je l'avais vu sortir cette frappe lumineuse extérieure de surface, avoir beaucoup d'impact dans la liaison avec Sacha Boey ici, les remises à l'intérieur du jeu, des appels dans la profondeur pour être fort en transition, des décrochages pour organiser. Il avait véritablement mis sa patte sur la rencontre. Tout n'était pas parfait, mais il y avait eu aussi une passe décisive aussi pour Yona Kuziazare. Il avait été très fort sur la pré-saison et il est amené à jouer. Il a déjà joué en Bundesliga, il a fait une entrée, il a joué en Pokal, il a fait une toute petite entrée sur la Supercoupe aussi contre Stuttgart. Compagnie compte sur lui. Il est beaucoup trop fort pour le foot de jeunes. L'année dernière, en 2024-2025, réparti entre les U17 et les U19, il a fini à 34 buts et 10 passes D en 30 matchs. Son destin, c'est avec l'équipe première. Son temps de jeu cette saison, ce sera pas mal avec l'équipe première. J'imagine peut-être un petit millier de minutes pour Lennart Karl, toutes compétitions confondues. Aussi parce que on verra comment tourne le mercato du Bayern, les derniers moments du mercato estival du Bayern. Mais grosso modo, à droite, il est vraiment le seul backup d'Olysée pour l'instant. On verra, parce que j'entends des trucs à gauche, à droite, comme quoi peut-être Nico Jackson, ce serait pas terminé, donc peut-être qu'ils vont activer encore d'autres options pour renforcer ce qu'est un secteur offensif dont le quatuor Dias, Musiala, Olysée, Kane, quand tout le monde est fit, quand Musiala reviendra, est très bon. En attendant, il y a pas mal de manque de profondeur. J'aime bien Wisdom Mike, j'aime bien Kuziazare. On verra s'ils ont véritablement du temps de jeu cette saison. Je pense qu'ils en auront significativement moins que Lennart Karl, qui peut vraiment avoir un rôle à jouer dans la saison du Bayern. En parlant de petits gauchers créatifs, offensifs, dans des méga clubs, bien sûr, à la 4e place, il y a Franco Mastantuono. Il vient d'avoir 18 ans en août, c'est pour ça qu'il a pu rejoindre le Real Madrid en provenance de l'Argentine, où il était de loin le meilleur joueur du championnat en Argentine. Une machine à création, 99e centile en tir, 99e centile en dribble réussi. Tout passait par lui.
Et ce qu'on peut dire, c'est qu'offensivement, le Real a besoin de plus de gauchers, c'est clair. Surtout avec Arda Güler recentré à l'intérieur dans une position qui lui va mieux. Le Real a besoin de gauchers, peut-être plus de gauchers véritablement explosifs pour mettre sur l'aile droite, pour équilibrer un petit peu l'explosivité des deux côtés. Mastantuono est très attiré par l'axe, et peut-être un peu trop. On avait analysé ce match contre Osasuna, première journée, où après s'être appuyé sur Güler, il la redemande à l'intérieur plutôt que d'aller piquer dans cette poche, dans le dos, où il y avait de l'espace. Güler doit jouer négatif, il reste un petit peu comme ça plein axe, et dans la continuité de l'action, il va même plus axial que Güler encore. On sent que c'est plus un 10 qu'un véritable ailier. Le Real est toujours difficile comme environnement aussi, encore plus en ce moment où il est en reconstruction, il n'y a pas beaucoup de solutions, de réponses véritables. Ça peut être une opportunité, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si véritablement il va avoir plus de temps de jeu que Rodrigo, même qu'un Brahim Diaz avec plus d'expérience. On verra, mais ce qui est certain, c'est que Mastantuono a les chiffres avancés parlent pour lui et il ne serait pas là où il est s'il n'avait pas une valise de talent. Donc, il est évidemment un joueur à suivre. Un match qui a commencé et qui a disputé les 3 premiers matchs de Liga du Real Madrid, dont les 2 derniers en tant que titulaire. Évidemment, son développement est à suivre cette saison. 18 ans pour Mastantuono seulement. Sur le podium maintenant, à la 3e place, j'ai mis Rio, le carnaval. N'Goumoua, c'est peut-être la belle histoire de ce début de saison contre Newcastle. C'était lundi dernier seulement. On en avait déjà beaucoup parlé en pré-saison. D'ailleurs, dans cette action, Dominique Szoboszlai, encore une fois, s'était illustré. Il a fait un top match. Pouf, magnifique. N'Goumoua termine et offre les 3 points à Liverpool. Mais déjà en pré-saison, pour le petit Rio N'Goumoua, j'avais vu ce match contre l'AC Milan où il avait fait une très 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 bonne performance, avait passé plusieurs dribbles, avait été très remuant, très menaçant dans le couloir, que ce soit aussi contre Stoke, contre Yokohama. Beaucoup d'activités, et notamment de l'activité défensive, de l'agressivité ici. Beaucoup aimé le match d'N'Goumoua, les matchs d'N'Goumoua, et c'est pour ça qu'on en discutait déjà sur la pré-saison. Il est bon, il a 17 ans à peine, il a eu 17 ans il y a quelques jours, 1m70, il a un petit peu de ce côté Jérémy Doku en lui, où il aime bien faire des différences, même arrêter. Il a beaucoup d'explosivité sur les premiers appuis, mais peut-être, pour l'instant, de ce qu'on voit, encore un petit peu plus attiré par la finition. Encore un petit peu plus de flair véritablement de finisseur dans le dernier tiers. Donc ouais, très intéressant. Son parcours est intéressant. Il n'a pas exactement été formé à Liverpool. C'était l'année dernière qu'il quittait l'académie de Chelsea pour rejoindre celle de Liverpool, avec un montant assez important dépensé pour un très très jeune joueur par Liverpool pour l'attirer. Et Liverpool a des joueurs intéressants, des jeunes joueurs qui sont très prometteurs, très Nioni aussi, on en a parlé sur la pré-saison. Les deux pourraient effectivement avoir du temps de jeu cette saison, mais N'Goumoua, que Slot a utilisé, et la confiance lui a été rendue au centuple avec ce but qui rapporte 3 points contre Newcastle, N'Goumoua a peut-être lui aussi des matchs substantiels qui arrivent sur les prochaines semaines. Voilà pour le petit Rio N'Goumoua. À la 2e place, ouais, j'étais obligé de mettre Estevao. On a dit que Franco Mastantuono était le 2e joueur le plus fort d'Amérique du Sud, le joueur argentin le plus fort la saison dernière. Estevao, c'était le top talent d'Amérique du Sud. 2 titularisations en Première Ligue sur les 2 derniers matchs, donc aussi un peu comme Mastantuono, il a très vite été intégré dans le 11 d'un top club. Il a fait ce top match contre West Ham, on l'avait analysé, des rentrées à l'intérieur, de l'appui ici, et bien sûr, il avait démoli leur flanc gauche avec cette poussée côté droit qui avait permis à Enzo Fernandez de marquer le but du 3-1. Il avait été très très fort, Estevao, et il va devoir certes se mettre au niveau de l'intensité Première Ligue, même sur le volume défensif. Il n'y a pas grand-chose au Brésil, mais c'est lui aussi une machine à volume offensif. Chelsea, intéressant. Il y a beaucoup de concurrence. Ils ont des options, encore plus en ayant fait Garnacho. Garnacho, Gittens à gauche, ça fait qu'à mon avis, on verra très très peu Neto à gauche, comme on a pu le voir saison dernière. Ce sera plus à droite, donc il y aura une vraie concurrence. Estevao, Neto à droite, en sachant que Cole Palmer, saison dernière, on l'a vu, a aussi parfois été décalé sur la droite pour rentrer avec son pied gauche. Il y a beaucoup de gauchers à Chelsea. C'est pas comme le Real Madrid, c'est un peu l'inverse. Beaucoup de gauchers à Chelsea. Et on avait vu Enzo en 10 quand Palmer était à droite. Il y a aussi André Santos qui aime bien être plus haut. En plus, comme tu veux faire jouer Lavia, qui est très très intéressant, Caicedo, Lavia avec Enzo, Palmer sur le côté, ça peut être une configuration. Donc Chelsea joue beaucoup de compétitions.
bah, le max de compétition, 2 coupes nationales, la Première Ligue, la Champions, il y aura beaucoup de matchs à se partager. Il y a une concurrence qui est forte, c'est l'intensité Première Ligue, c'est la machine à crack Chelsea, et dès la saison prochaine, il y a Kwenda qui arrive, et peut-être qu'Hendry Paez, s'ils sont prêts à Strasbourg, est bon. Donc, il y a beaucoup de concurrence, mais ce qu'a montré Estevao pour l'instant, ouais, c'est prometteur, c'est intéressant, il est bien parti. À la première place, bien sûr, obligé de mettre Max Doman. À un jour près, ce serait un 2010. Il est né le 31 décembre 2009, il a 15 ans, et il est devenu l'autre jour contre Leeds le 2e joueur le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. Nwaneri est premier. Il aurait sans doute, Doman été premier s'il avait pu l'être. Saison dernière, il n'était pas éligible, parce qu'il n'avait pas 15 ans au moment où la saison dernière démarrait, ou 15 ans sur les dates de la saison dernière. Mais on en parlait déjà il y a quelques mois dans le mercato idéal d'Arsenal. Avec Doman, ils ont un crack qui a été régulièrement intégré dans les entraînements pro, qui, saison dernière, en compétition de jeunes, 15 buts, 5 passes en 15 matchs de Première Ligue U18. C'était contre des gars de 3 ans de plus et il mettait des slaloms de 60 mètres. Enfin, il était terriblement au-dessus. Et il s'est montré en pré-saison, 3 entrées consécutives. Il avait provoqué un penalty contre Newcastle. Il avait fait un top match contre l'AC Milan. Encore un penalty provoqué dès son entrée contre Leeds, déjà en Première Ligue. Des frappes, du dribble, de la provocation. Une conduite super fluide, un bagage technique varié, un pied gauche délicieux, athlétiquement déjà assez costaud, et tout ça à 15 ans. C'est celui qui est clairement le plus proche de faire une Lamine Yamal. S'il y en a un dans le foot mondial aujourd'hui qui fait une Lamine Yamal, ce sera lui. Et à Arsenal, l'environnement de progression est top. Arteta croit énormément en lui. Il parle d'un kid avec un niveau de maturité, de stabilité et de faim, de désir. Une combinaison qui est très dure à voir. Il nous apporte de la joie, de l'émotion et tout ce qui rend notre job aussi cool. Arteta aime beaucoup Doman. Odegaard aime beaucoup Doman. Il a vécu quelque chose, le petit Mozart, enfin pas Rosicky mais Odegaard, il a vécu quelque chose un petit peu comme Max Doman et apparemment il l'a vraiment pris sous son aile. Le seul petit problème peut-être, c'est qu'Arsenal, ils ont pas mal d'offensifs gauchers qui kiffent le demi-espace. Saka, Odegaard, Nwaneri, Doman. Il aurait peut-être fallu un Doman droitier. Ça a peut-être été encore mieux. Mais ouais, on en parlait déjà, je pense, fin de saison dernière, comme étant un des noms qu'on entendait dans la sphère Gunner. Je me souviens d'en avoir discuté avec quelques personnes cet été. Et là, sur la pré-saison, bon, il a tout de suite montré des choses importantes. Et le premier match en Première Ligue pour Max Doman, ouais, il sera dans la conversation. C'est le crack numéro 1 à suivre en 2025-2026. Dans ma liste complémentaire, n'oublions pas que Lamine Yamal est plus jeune que 50% des gars dont on vient de parler, à seulement 18 ans. Paco Barsi aussi. Estevao est là, 3e. Il y a encore Lenny Yoro. Est-ce qu'il peut se faire une place dans cet United? Et pas un contexte facile pour lui non plus. Ethan Nwaneri, Zaïre Emery, Kwenda, donc, qui va rester encore une année de plus au Portugal avant de rejoindre Chelsea. Luis Kelly a que 18 ans. Rodrigo Mora, on en a parlé. Archie Gray et Lucas Bergvall à Tottenham. Très intéressant pour modifier un petit peu la structure de leur milieu de terrain dans certains matchs. Très intéressant. Hendrick à 19 ans. Yorel Hato. On aurait pu parler de Yorel Hato, j'avoue. On verra à quelle place il se trouve dans ce Chelsea-là. À Como, Jesus Rodriguez et Hassan Diao, les deux 19 ans aussi. Très intéressant ce Como. Ayoub Boadi a que 17 ans, incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas la Champions pour Lille comme la saison dernière. Ça aurait été méga cool. Mais 17 ans, incroyable. Pour Boadi, dont bien sûr, on aurait pu l'intégrer ici. Peut-être c'était déjà une histoire de la saison dernière. J'ai envie de focus sur ce qui sera un petit peu plus les histoires européennes de 25-26. Can Uzun, j'ai commencé à en discuter aussi. Vrai crack à suivre en Allemagne. Et Kendry Paez, Jorti Mokio de l'Ajax, plein de gars. Aussi, Kendry Paez et Dro. Est-ce que un des trois Fernandez, Tony Fernandez, Guille Fernandez, Dro Fernandez, Dro qui était un des petits gars très intéressants de la pré-saison, est-ce qu'il peut avoir du temps de jeu dans le Barça de Flick cette année? Il y a beaucoup de petits gars cool. On va suivre ça avec attention en 2025-2026 et demain on se fait donc ce petit récap mercato. J'espère que cette première vidéo du mois, vidéo de rentrée, vous aura plu et rendez-vous très très vite pour la suite. Bisous.